Je voudrais ce jour rendre à l'opinion ce qu'elle attend, parce que depuis quelques jours, nous avions reçu Mme Robinson et nous avions traduit les attentes de la population. Et à son tour, elle a promis qu'elle se rendait à Kampala et qu'elle devait revenir pour que nous puissions poursuivre les échanges. Nous venons de nous entretenir avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui était accompagné de 4 autres grandes personnalités, à savoir l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, l'envoyé spécial de l'Union européenne, l'envoyé spécial de l'Union africaine et bien entendu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et de nos échanges, il est ressorti l'assurance selon laquelle toute la communauté internationale, à travers les 5 personnalités, accompagne les efforts de paix du président Joseph Kabila pour qu'à jamais on cesse de parler de viols, pour qu'à jamais on cesse de parler des atrocités ça et là, pour qu'à jamais on cesse de parler des groupes armés, M23, FDLR, EDF Nalu, Maïmaï XY qui déstabilisent. Cet engagement-là, nous l'avons senti dans nos échanges et Mme Mary Robinson a promis qu'elle reviendrait pour que nous nous rendions tous encore une fois, peut-être à Rutshuru, peut-être à Bunagana, pour matérialiser la détermination de la communauté internationale. Au deuxième point de ma communication, j'ai voulu porter à votre connaissance que depuis 24 heures, effectivement, nous venons d'assister à un grand sommet des chefs d'État qui s'est soldé par une déclaration. Et je vais me donner l'obligation de vous lire et de commenter les différents points qui constituent cette déclaration des chefs d'État. Parce que j'ai reçu de Kampala toutes les explications qui ont milité en faveur de l'un ou l'autre point. Et si vous ne l'avez pas encore, je vais demander à mes services de devoir faire la photocopie de la déclaration des chefs d'État pour que chacun de vous puisse s'en procurer. Mais globalement, par rapport aux attentes du peuple, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette déclaration des chefs d'État? C'est que primo, il n'y a pas d'affirmation d'un cessez-le-feu. Ça a été tiré au clair. Secondo, il n'y a pas de cessation des hostilités qui a été affirmée. Et tertio, il n'y a pas une caution qu'on donne à la balkanisation. Comme j'avais dit à son temps, que lorsqu'on dit que le M23 occupe un espace donné et que le gouvernement occupe un espace donné, c'est comme pour donner ou faire le lit de l'idée selon laquelle le pays est en train d'entrer dans la balkanisation. Donc cela n'apparaît pas dans la déclaration des chefs d'État et que donc c'est pour nous une grande réussite pour ce qui s'est passé à Kampala. Maintenant, qu'est-ce que les chefs d'État ont dit ou se sont convenus? C'est une déclaration de 11 points que je vais essentiellement commenter parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que les chefs d'État ont parlé des choses autres que celles que nous étions en train d'échanger avec vous. Le premier engagement ou la première décision des chefs d'État, c'est qu'ils ont condamné les récents lancements d'obus sur Munigi et sur Goma, causant la mort et des officiers casques bleus et de la population et des militaires congolais. Au deuxième point, ils ont condamné effectivement les récents obus qui sont tombés sur le territoire rwandais et qui ont effectivement causé la mort des civils sur cette partie du monde. Au troisième point, là je ne commente pas parce que c'est tout à fait simple. Au troisième point, ils ordonnent que les dialogues de Kampala reprennent dans un délai de 3 jours suivant ce sommet extraordinaire de la CIRGL et que ces dialogues soient conclus dans une période maximale de 14 jours durant lesquels les forces en présence sont appelées à observer un maximum de retenues afin de permettre au dialogue d'être rapidement conclu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça c'est une des grandes questions que l'opinion doit soulever. À qui est-ce qu'on a ordonné que les dialogues de Kampala puissent commencer? Je pense que tout le monde sait que dans la réunion du 24 novembre 2012, il y avait une phrase célèbre selon laquelle les chefs d'État recommandaient que le gouvernement congolais soit à l'écoute des doléances légitimes du M23. Vous êtes de la presse, je pense que vous connaissez le document. C'est ça la phrase, que le gouvernement soit à l'écoute des doléances légitimes du M23. Et la mission avait été donnée au président de la CIRGL, qui est le président Museveni.
pour ce troisième point, c'est que on a dit depuis le 8 décembre 2012, le président de l'Ouganda a reçu mandat de devoir remettre à ses pairs quelles sont ses doléances légitimes. C'est la raison pour laquelle on lui dit, vous avez un maximum de 14 jours pour que finalement on sache exactement qu'est-ce qu'il y a de légitime dans les doléances de ces mouvements M23 pour lesquels nous vous avions demandé de les écouter en tant que médiateur. Et que donc c'est ça la compréhension que nous devons avoir de ce troisième point de ces dialogues, de cette déclaration. Alors, au quatrième point, on a dit, on a ordonné au M23 d'arrêter toutes les activités militaires, les activités de guerre et les menaces de renverser le gouvernement légitime de la RDC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au terme de cette décision des chefs d'État, le M23 cesse d'exister en tant que mouvement militaire. Il ne peut plus lui être autorisé actuellement de déplacer par exemple des troupes de Rumangabo vers Kibumba. Il ne peut plus être autorisé de déplacer les troupes de Bunagana vers Kiwanja. Toute activité militaire violerait effectivement les déclarations des chefs d'État et va nous renvoyer à une autre décision que les chefs d'État ont prise. À savoir, au point 5, nous engager ensemble avec nos partenaires, en particulier la brigade d'intervention, à exercer continuellement la pression sur les M23 et toutes les autres forces négatives opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo afin qu'ils mettent un terme à la guerre. C'est-à-dire toute activité militaire à laquelle va se livrer les M23 va amener la brigade d'intervention qui a déjà mandat à travers la Réunion des Nations Unies de pouvoir exercer sa pression. Et une brigade militaire exerce quel type de pression? Est-ce que c'est parler au micro pour dire, bon voilà, je vous demande de cesser? La brigade a un langage, c'est un langage des armes. Et que donc à chaque fois que ce qui a été convenu par les chefs d'État ne sera pas observé, on dit, la brigade, vous avez votre mandat, utilisez-le. Au point 6, les chefs d'État ont accepté la requête de la MONUSCO de disposer d'une représentation dans les mécanismes conjoints de vérification qui est élargi. Et ça, c'est une grande avancée parce que ces mécanismes de vérification étaient dirigés par un Ougandais. Et l'Ougandais a été déjà réquisé par le gouvernement congolais à la suite des comportements qui n'étaient pas conformes avec ce qui lui était demandé de faire. On l'a réquisé parce qu'il était dans beaucoup de réseaux. Il y a même un dossier qui est monté à sa charge. Il y avait beaucoup d'autres éléments à l'intérieur du mécanisme qui ne faisaient pas preuve de neutralité pour donner rapport au chef d'État. Et la MONUSCO a dit, pour que nous nous assurions qu'effectivement le travail du mécanisme ne va pas pencher vers un pays ou un autre, nous entrons dedans. Et les chefs d'État viennent d'accepter que la MONUSCO fasse partie de ces mécanismes de vérification. Désormais, ce mécanisme va aller à Gisenyi, là où la bombe est tombée, pour faire les enquêtes avec l'aide de la MONUSCO. Elle va aller ici pour faire les enquêtes sur ce qui s'est passé à Goma, pour savoir quelles sont les données géodésiques de là où la bombe est venue, comment la trajectoire, tout ça, avec l'aide de la MONUSCO, je pense que ça sera fait. Parce que les chefs d'État ont dit que la MONUSCO doit accorder un appui logistique à ce mécanisme afin de lui permettre de remplir efficacement son mandat. Au 7e point, on a ordonné au comité des ministres de la Défense d'élaborer des lignes directrices sur la protection juridique et diplomatique des fonctionnaires du mécanisme. On a ordonné au secrétaire exécutif de la CIRGL d'accélérer le déboursement des fonds accordés au mécanisme conjoint de vérification. Les chefs d'État ont exprimé de vives inquiétudes sur la crise humanitaire en cours et qui a été exacerbée par les récents combats dans l'Est de la RDC. Et ils ont lancé un appel à la communauté internationale de fournir une assistance humanitaire urgente, y compris des vivres, des médicaments, des tentes et tout autre matériel d'urgence. Les chefs d'État ont demandé au point 10 aux Nations Unies de trouver urgemment une solution définitive aux anciens combattants du M23 internés dans l'Est du Rwanda depuis mars 2013. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'accord cadre qui a été signé, si vous lisez cet accord au point 5, on donne les engagements des États, on donne les engagements de la région des Grands Lacs, on donne les engagements de la communauté internationale. Et parmi les engagements des États, il était convenu qu'aucun État ne peut fournir assistance ni asile à des groupes armés identifiés comme tels. Et on a trouvé que les Rwandais, qui abritent ces gens, violent effectivement cet accord cadre. C'est pourquoi on a demandé aux Nations Unies de trouver une solution à ces combattants-là.
Quelle est la solution? Les Nations Unies se sont déjà exprimées. Si vous le savez bien, en décembre 2012, Jean-Marie Rouniga était déjà placé sur la liste des sanctions des Nations Unies. À ce moment-là, c'était Baudouin Ngarouye et tous les autres, et l'ensemble du M23. Et que donc, cette disposition des chefs d'État va traduire une volonté des États de la région d'appeler les Nations Unies à faire application d'un de ces principes, notamment son policier. Les policiers des Nations Unies s'appellent la Cour pénale internationale. C'est ça le tribunal des Nations Unies. Et donc, les chefs d'État ont estimé que comme il y a des criminels qui se retrouvent sur le territoire rwandais, il est important que les Nations Unies fassent appel à leurs policiers, qui est la Cour pénale internationale, de manière à pouvoir récupérer tous ces criminels. Et au point 11, enfin, les chefs d'État ont accepté la proposition d'un sommet mixte entre la SADC et la CIRGL pour essayer un peu de coordonner un certain nombre d'activités qui concernent les deux organisations. Voilà globalement les grandes décisions qui sont sorties de Kampala. Alors, des questions importantes se posent par rapport à Kampala. Pourquoi on rentre encore à Kampala? Les lignes rouges sont déjà tracées et nous venons d'être rassurés par les 5 personnalités de la communauté internationale qui disent ceci: on ne peut pas seulement voir le côté négatif de Kampala. C'est par Kampala que le M23, qui était déjà dans la ville de Goma, a pu être évacué. Et donc ça, c'est un aspect important que nous devons rappeler à la population. C'est Kampala qui a demandé effectivement que les M23 qui étaient déjà dans la ville puissent être évacués. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à Kampala pendant ces 14 jours? C'est d'abord, de communiquer efficacement sur une impossibilité que Kampala nous amène des criminels à intégrer les forces armées. C'est de faire en sorte que Kampala ne nous ramène pas. Ce qui sera communiqué à Kampala, c'est que Kampala va sortir une décision qui ne nous amène pas à intégrer au sein des institutions politiques les gens qui sont poursuivis et par la justice nationale et par la justice internationale. Vous savez récemment que le gouvernement congolais a émis des mandats d'arrêt sur des personnalités qui se trouvent au Rwanda. Donc toutes ces personnes-là qui sont déjà ciblées et par le gouvernement congolais et par les Nations Unies, qui sont réputées être des criminels, toutes ces personnes-là ne sont pas concernées par une quelconque conclusion qui sortira de Kampala. Alors le gouvernement, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir qu'il va à Kampala regaillardi par rapport à Kampala de 2012. Kampala de 2012, c'est le M23 qui était parti tête haute parce qu'à ce moment-là, il avait Goma dans son viseur et à tout moment, il pouvait reprendre la ville de Goma. Mais maintenant qu'on l'a évacué des collines qu'il estimait ne pas tomber un seul instant entre les mains des FARDC, c'est plutôt le M23 qui part à Kampala affaibli. Et ça, il faut le reconnaître et les 5 personnalités nous l'ont rappelé. Que le M23 part à Kampala affaibli parce qu'il n'y a aucune menace qui pèse sur la République démocratique du Congo. Aucune. C'est-à-dire il ne peut pas se dire, bon voilà, ici à Kampala, si vous ne faites pas ceci, j'ai fait cela. Il n'y a aucune menace. Ni Goma, ni Rutshuru, ni quoi, il n'y a aucune menace. La brigade est là, nos positions sont bien placées là où elles sont, vous êtes informés. Et que donc aujourd'hui le gouvernement va là-bas pour dire, les criminels, messieurs, à côté, votre solution ou votre route c'est vers la prison. Vous tel, votre route c'est à la CPI. Et on termine. Et si c'est une solution qui peut nous ramener à terminer la crise sans qu'un seul Congolais ne puisse tomber sur le champ de bataille, je pense que les membres de la communauté internationale ont estimé que ça serait la meilleure voie. Si on peut mettre fin à ça, ça qu'une seule goutte de sang ne soit versée, que les gens déposent les armes, que les innocents enfants de Rutshuru qui ont été recrutés par force soient récupérés pour qu'on les oriente dans la démobilisation. Si c'est cela qui sera fait à Kampala, nous avons estimé que ça sera une très très bonne chose la fin de la guerre sans verser une autre goutte de sang de nos compatriotes congolais, militaires comme civils. Voilà globalement la restitution que j'ai voulu faire à l'ensemble de la population du Nord Kivu à travers les médias, mais je sais que des interrogations que vous allez soulever vont nous permettre davantage d'aborder l'un ou l'autre aspect. Je vous remercie. Denise de la radio Okapi a dit quels sont les résultats. Où est-ce que les résultats de Kampala ont-ils rencontré mes attentes? Je pense que nous avons ici restitué les décisions d'un sommet de 11 chefs d'État. Lorsque 11 chefs d'État se réunissent, j'estime qu'il n'appartient pas à un gouverneur de dire non, tel chef d'État n'a pas bien dit. Tous, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque le chef de l'État avait dit qu'il y a 3 options, il avait rappelé
l'option diplomatique, il avait rappelé l'option politique, il avait rappelé l'option militaire. Et toutes les options sont expérimentées aujourd'hui. Sur le plan militaire, nous avons un succès. Aujourd'hui, on est à l'abri d'une menace de M23. On est à l'abri. Ça a été fait avec l'appui des Nations Unies. Sur le plan diplomatique, je pense que quand on voit toute la communauté internationale se mobiliser pour dire les souffrances des peuples du Nord Kivu doivent prendre fin, il faut remercier les chefs de l'État. Parce qu'on pouvait aussi se taire et ne pas venir et nous laisser voir comment nous allons nous comporter, ne même pas envoyer la brigade d'intervention ici et laisser les pays de la région entrer dans la danse et nous allions rentrer dans la crise comme en 2002, 2003, où d'un côté il y avait le président Kabila qui faisait face à des rébellions ici, RCD à Goma, RCD KML, MLC, qui avait des alliés, le Rwanda et l'Ouganda, c'est une histoire que vous connaissez, et lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les Zimbabwéens, les Namibiens, les Angolais pour l'aider. Et donc les succès diplomatiques et même politiques, c'est que la communauté internationale veut éviter que ce scénario-là ne puisse arriver de nouveau. Et comment il le fait? C'est à travers des mécanismes comme ceci. Lorsque l'accord cadre a été voté, a été signé, c'est pour dire à vous, chef d'État, voici vos engagements, cette fois-ci ne vous immixez plus dans les affaires intérieures de la RDC. Ce pays a longtemps souffert. Je pense que cela est important à être restitué à la population. Pour que les gens sachent qu'aujourd'hui, on a évité le pire. Parce que vous rappelez que les 29 et les 30, le Rwanda a fait bouger ses chars. Moi, il m'arrive de faire moi-même le monitoring. Je suivais à la télévision rwandaise comment les chars quittaient Kigali jusqu'à Gisenyi avec un commentaire selon lequel, non, comme les bombes sont venues de la RDC, nous devons aller poursuivre celui qui a tiré sur notre pays. Mais ces sommets ici, avec l'engagement de la communauté internationale, on a pu faire éviter cette escalade-là. Parce que si cela s'est passé, vous savez que récemment, le président Kabila a signé une coopération militaire avec l'Angola et l'Afrique du Sud. À supposer que le Rwanda a entré, à ce moment-là, le président allait recourir à ses partenaires pour dire Angola et Zimbabwe, nous venons de signer un accord militaire avec vous, je suis troublé à l'Est, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ça allait être une escalade. Donc voilà comment on a fait éviter cette escalade-là par ces rencontres diplomatiques et politiques. Maintenant on dit, ok, nous venons de réussir à arrêter cette escalade, nous faisons entrer la MONUSCO dans le mécanisme de vérification pour vérifier toutes ces informations, mais à vous, président ougandais, on vous avait donné quelques jours pour terminer cette crise. On vous ajoute 14 jours, terminons ces problèmes pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe avec ces gens. Mais je crois que ça doit rencontrer les attentes de tout le monde. Si nous avons souffert depuis avril 2012 et que des chefs d'État disent, cette fois-ci dans 14 jours, on met fin à cette crise. Mais essayez de faire des avantages comparatifs entre les souffrances depuis avril 2012 et l'attente que nous allons faire pendant 14 jours. Qu'est-ce qui est bon? Je pense que le choix est clair. Comme les chefs d'État ont dit, on donne encore une chance pendant 14 jours, observons ce qu'eux-mêmes ont décidé, ça ne peut pas faire l'objet des commentaires d'un gouverneur. Parce que les chefs d'État ont pris l'engagement de dire, dans 14 jours, on doit mettre fin à cette histoire. Alors, si les M23 ne tempéraient pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vous renvoie à la déclaration des chefs d'État qui ont dit qu'ils s'engagent ensemble avec les partenaires et en particulier la brigade d'intervention à exercer continuellement la pression sur les M23 et les autres forces négatives. Ça veut dire quoi? La brigade est ici. Et d'ailleurs, je vous informe que la brigade ne reçoit pas d'ordre de la CIRGL, de ce sommet des chefs d'État. La brigade a été instituée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors que nous parlons, la brigade peut aller à Rutshuru, la brigade peut aller à Bunagana. Donc, il n'y a pas un sommet qui peut interdire à la brigade de faire son travail. Mais comme c'est un partenaire, il dit, nous aussi, nous nous engageons avec vous, la brigade, de continuer à exercer la pression. Et comme la brigade a le mandat de neutraliser les M23 et tous les groupes armés, il faut les laisser faire son travail. Donc, madame, le M23 obtempéré ou n'est pas obtempéré, il est dans le collimateur de la brigade. Alors, je m'attends à quel type de résultat? D'abord, il a été convenu que les principes sont clairs. Pas d'intégration des criminels dans l'armée, pas d'intégration des criminels dans les structures politiques et pas d'intégration sans respecter la loi sur l'organisation de nos forces armées. Maintenant, nous avons une loi qui organise la défense. Toute personne, parce que vous savez, sans anticiper ce qui va se faire à Kampala, il va arriver un moment donné où on liste les criminels. Allez, Makenga criminel, Kazarama criminel, Baudoué criminel, je ne sais pas tel. Ce sont des données que vous connaissez. Donc ce sont ces gens-là. Et d'ailleurs, moi je suis heureux
que les chefs d'État aient tracé cette ligne rouge, tous les responsables du M23, il n'y a personne qui va encore intégrer dans l'armée. Mais ce n'est pas un succès ça. Donc vous ne verrez plus ces messieurs là-bas, Makenga, diriger un bataillon des forces armées. Ça, je vous l'ai dit. Vous ne verrez plus Baudouin Garouye diriger, je ne sais pas si c'est une compagnie, et peut-être il va les diriger là où il est. Et ça, ce sont des succès. Quand on dit pas d'intégration des criminels et dans l'armée et dans la politique. Alors, maintenant, on s'attend à quoi? On va là-bas pour leur communiquer cela et dire, il y a quand même parmi vous des Congolais. On ne va pas quand même les jeter en enfer. On dit, comme il y a des Congolais parmi vous, ok, on les met dans des structures de démobilisation où il y en a, s'il y en a qui veulent faire l'armée parmi les enfants qui étaient à Rutshuru, qui ont été pris de force, on voit ce que la loi prévoit. Est-ce que ces messieurs respectent les critères pour être recrutés dans l'armée? Mais les menaces pour dire non, nous allons seulement rester. Vous savez, à Kampala, le M23 avait dit qu'on lui laisse le Nord Kivu pendant 5 ans. Et que c'est après 5 ans qu'on peut commencer à voir si on peut intégrer. Est-ce que ce n'est pas une balkanisation ça? Et il y a beaucoup d'États à travers le monde et de personnalités qui sont derrière la balkanisation de ces pays. Johnny Carson avait dit un jour qu'il faut qu'on trouve la solution au problème congolais comme on a fait à Yougoslavie. Or, la Yougoslavie des années 90 s'est désintégrée à 5 États. La Serbie, la Croatie, le Monténégro, vous connaissez l'histoire. Il a fait référence au Soudan. Le Soudan s'est désintégré en Soudan du Sud et à la partie nord. Il faut toujours référence à l'Irlande. L'Irlande aussi a connu les mêmes problèmes. J'ai même reçu des personnalités qui ont dit qu'il faut qu'il y ait des lois spécifiques au Nord Kivu. Donc vous comprenez que ces schémas-là sont souvent soutenus par des milliers internationaux. Mais maintenant, les gens se réveillent et disent non. Pourquoi balkaniser la RDC alors que les États-Unis sont encore ensemble? C'est un grand pays plus grand que la RDC. Ce n'est pas la grandeur qui constitue les problèmes du pays. Et donc, tous ces succès-là du président de la République, c'est pour ramener toutes ces personnalités à comprendre que ce n'est pas aujourd'hui le moment de balkaniser la RDC. Et il faut reconnaître les efforts du chef de l'État. Ces pays seraient déjà balkanisés. Les combats de Mounigi ici ou de Kibati, les Nations Unies ont reconnu que c'était un combat qui opposait la RDC à un État. Parce que la puissance de feu que le M23, entre guillemets, a opposée, ce n'est pas la puissance de feu d'un petit mouvement rebelle. Et qu'est-ce qui devait arriver, pour vous qui ne le savez pas? Si Goma tombait de nouveau, c'était le début de la balkanisation. C'était le début parce qu'on allait dire, non, on comprend que il y a quand même de sérieux problèmes, il n'y a pas d'armée dans le pays, il n'y a pas de ceci, il faut que l'on voit ici, il n'y a pas de possibilité de laisser cet espace à ces gens. Mais c'est le succès diplomatique auquel le chef de l'État est arrivé d'empêcher que cette partie ne parte. Et vous, avec moi ici, si Goma est balkanisé, je ne sais pas avec quel autre territoire, qui va diriger ici? Chacun a sa réponse, non? Donc, ce sont des succès auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, Kampala, madame, va produire aujourd'hui, va réaffirmer quoi? Qu'est-ce que je peux dire? L'unité du pays. Kampala réaffirme l'unité du pays. Et les chefs d'État, je crois qu'ils ont compris que le Congo ne peut être fort que lorsqu'il est uni. Jérémy, pourquoi Kampala sans le gouverneur? Et Alechuma a parlé la même chose. Mais les assises de Kampala ont lieu entre les chefs d'État ou les chefs de gouvernement. Le président de la République, le gouvernement au niveau central est libre de choisir les personnes qui veulent participer au sommet. Moi, j'ai participé à tous les autres. Comment vous ne voulez pas que je sois avec vous pour que je communique aujourd'hui? Parce que si je n'étais pas ici, je n'aurais pas eu le temps de communiquer avec vous. J'ai eu le soin de parler avec Madame Robinson. Parce que je suis ici, j'étais à Kampala. Là, il y aurait un président. Moi, je serais très loin, je ne le verrais pas. Mais comme je suis resté à Goma, ça m'a donné le temps de parler aux autres personnalités des Nations Unies et de comprendre ce qui se passe et de leur donner les attentes. Madame, les attentes là, moi j'avais des attentes de la population. Ce n'était pas moi, c'était vous, c'était vos attentes. Et si vous lisez effectivement les documents des chefs d'État, en tout cas les attentes de la population ont été rencontrées. Il ne faut pas exploiter un seul point. Vous savez que moi j'ai fait une spécialisation en gestion des conflits aux États-Unis. Lorsque vous allez les négociations, il faut monter la barre très haut. Mais lorsque vous finissez les négociations, la barre ne sera pas là-bas. Si vous êtes à 99% et que vous ramènez à 70%, c'est déjà un gain. Mais si aujourd'hui nous avons gagné sur 5 points, nous avons gagné 4. Mais pourquoi vous voulez que nous ayons 100%? Parce que même vous à l'école, vous n'avez pas eu 100%. Ne cherchez pas que nous ayons 100%. On est sorti de Kampala avec en tout cas 99% de ce que nous cherchions. Et c'est très important pour la population du Nord Kivu. 14 jours, on fait une évaluation, je serai encore là. Pacheco, si dans 14 jours rien n'est fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est clair. Le pays est là, il s'organise. Je vous invite à aller à Rwindi, je vous invite à aller à Tongo,
et je vous invite d'aller à Kibati. C'est ça la réponse. Je vous invite d'aller à Karambi pour voir que le chef de l'État a déployé tous les moyens nécessaires pour faire face à toute éventualité. Si vous n'avez pas de ticket, je vais demander à mes services de chercher les tickets pour que vous alliez à la Ruindi, que vous alliez voir comment le pays s'organise pour qu'on en finisse définitivement et militairement avec toute provocation de la RD. Demandez à vos compatriotes qui sont à Butembo et à Beni ce qui s'est passé là-bas. Quelles sont les choses qui sont passées par la route de Butembo et de Beni et qui sont aujourd'hui dans la plaine de la Ruindi. Pourvu que le chef de l'État, on peut dire, bon, mais pourquoi on n'a pas agi? Mais il fallait donner la chance à tous ces mécanismes. Maintenant, c'est le temps. Aujourd'hui, dans 14 jours, si rien n'est fait, la République est prête. Même maintenant, elle est prête. Mais comme un pays ne peut pas évoluer en vase clos, il doit toujours écouter aussi les autres. Un pays ne peut pas dire non, comme je me suffis, moi, non. Il doit écouter aussi les conseils des autres États pour dire non, non. On sait maintenant que vous vous suffisez. Parce qu'avec la défaite du M23, on peut aller jusqu'à Rumangabo aujourd'hui. On peut prendre Kiwanja demain. Mais les chefs d'État disent, vous allez verser beaucoup de sang inutilement alors que ce monsieur est déjà faible. Donnons l'occasion pour qu'une seule goutte de sang ne soit versée. On lui dit, monsieur, tu déposes les armes. Si ce n'est pas le cas, maintenant on te frappe. Mais on a appris qu'à Rutshuru, il y en a qui sont en train de jeter des tenues. Parce que la puissance scolaire a opposé ici, FRDC et MONUSCO, ils ont senti qu'il n'y avait pas il n'y a plus un autre verrou aussi important que celui qui était ici. Les journalistes, vous y avez été. Vous avez vu les tranchées de communication qu'on appelle trous de fusiliers. Et là, ils étaient sûrs que jamais le gouvernement ne pouvait les sortir de là. Comme ce verrou-là est sauté, je dois vous dire que militairement, il n'y a plus un autre verrou qui peut inquiéter les FRDC et les Nations Unies. Donc, 14 jours ou 3 jours, laissez le temps au temps, 2 semaines, ça se compte au bout des doigts et j'estime que nous serons encore là pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Irbé Moussavoli, la tenue des concertations, est-ce que ça valait la peine, les 2 assises? Mais non, on ne peut pas empêcher aux Congolais de se retrouver. D'ailleurs, ces concertations vont encore se dérouler dans un climat apaisé. Et je suis d'ailleurs convaincu que certaines délégations vont changer leur discours. Parce que dans les concertations, il y en a qui allaient jeter tout l'anathème sur les chefs de l'État, vous ne faites rien, vous avez une armée faible. Je sais qu'ils sont en train de retirer ces phrases-là. Pour que désormais ils disent, bon oui, on est en train de voir, mais il faut poursuivre. Donc les concertations sont importantes pour que aussi on puisse cimenter la cohésion nationale, que toute la nation s'approprie les problèmes de l'Est. Parce qu'il ne faudrait pas que quand on est à Kinshasa, on croit que c'est un problème de l'Est. Non, ça touche au fonctionnement de la République. Le colonel Bissambaza a été arrêté effectivement dans le district de Kasese. Et je vous informe que j'ai parlé avec mon collègue qui a le rang de gouverneur de Kasese, le colonel Mawa, qui a confirmé effectivement qu'on les a arrêtés avec des armes et qu'on est en train d'examiner la possibilité de faire l'extradition. Mais ceci encore tombe sous le coup de l'accord cadre qui a déjà demandé au chef d'État de ne pas abriter des criminels qui se retrouvent sur leur territoire. Donc, Mme Robinson a encore de la matière.